Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai rarement entendu mon lave-vaisselle faire « Au secours! » Oreille chaste, s'abstenir. Des notes et des accords, jusqu'à la mort. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Cette phrase, on dirait, tu sais, piano, panier, piano. Je vais refaire. Lorsque Jérôme fait la découverte d'un vieux piano poussiéreux dans le grenier de sa nouvelle maison, ses parents lui offrent de prendre des cours de musique. Piano. La maison? Un piano? Mais qui êtes-vous? Êtes-vous un fantôme? Éloigne-toi de mon piano! Tout va bien au début. Je regarde! Éloigne-toi! Quoi? Éloigne-toi de mon piano! Son professeur, Monsieur Dorémy, a quelque chose de bizarre. De vraiment bizarre. Quoi? C'est ma maison! Mon piano! Éloigne-toi! Maman, papa! Au secours! S'il vous plaît! Mais Jérôme n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui cloche. Jérôme entend ensuite raconter toutes sortes d'histoires au sujet de l'école Dorémy. Les histoires sont toutes vraies. Quelles histoires? Les histoires de l'école. De l'école. Des histoires terrifiantes d'élèves qui vont suivre leur cours. De l'école. Est-ce que les histoires de l'école sont vraies? Elles sont toutes vraies. Et ne reviennent jamais. Elles sont réelles. De l'école. De l'école. Attention lecteur, Elles sont vraies. Les histoires de l'école. De l'école. prépare-toi à avoir peur. Elles sont vraies, les histoires de l'école. Pour les pas de à cette école. La mort au bout des doigts. Tu me diras, on dirait que je suis full rouillé. Chair de poule numéro 11. Bon moment présent, tout le monde, et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Jérôme Etu, ou Jerry Hawkins, c'est selon, c'est vous qui décidez, parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Là, je sais que je dis toujours que j'ai un invité spécial, mais là, c'est spécial parce qu'il vient de loin. Il vient de l'Europe. Il vient comparer son chair de poule avec le mien. Je parle de Marc d'Horreur News! Yes! Salut Bruno. Premier passage à Frisson sur le pod, enfin. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Gros plaisir de venir parler de frissons, de chair de poule là, en l'occurrence. Parce que c'est vrai que nous, frissons, c'est peut-être arrivé chez nous, mais moi, quand j'étais petit, c'était chair de poule. Et donc voilà. Ben, c'est pas la même chose, en fait, frisson et chair de poule. Il y a beaucoup de monde, même ici au Québec, là, certaines personnes qui consommaient pas ces livres-là mélangeaient les deux. Là. Puis, tu sais, c'était frisson, chair de poule, c'était la même chose parce que c'était comme la même affaire que ça faisait sur le bras. Tu sais, ça rehausse les poils. Mais en fait, c'est que chair de poule, c'est plus jeune. Ben, tu sais, chair de poule, c'est ce qui a fait ce qui est connu, justement, partout sur la planète de R.L. Stine. Vous avez eu votre version en plus différente de la nôtre. Vous, c'était édité par Bayard, je pense. Hein? Ouais, tout à fait, Bayard Poche. Et est-ce que vous avez en ce moment la série Chair de poule imprimée par Scholastic? Non, Scholastic, c'est, je crois qu'ils font que aux États-Unis, en Amérique. Ah, pour vrai? Hey, ça, je savais pas. Parce que je crois pas qu'ils aient d'édition chez nous, Scholastic. En français, parce qu'en anglais, ils en ont. Ouais, ça c'est sûr. C'est un gros éditeur. Les fameux Goosebumps, c'est tout ça avec Parachute Press. Mais oui, OK, fait que vous, c'est vraiment juste imprimé par Bayard Poche. Puis il y a plusieurs éditions qui ont été faites aussi par Bayard Poche. Ils changent leur couverture. Tout à fait. Celui qu'on fait aujourd'hui, La mort au bout des doigts, mais chez vous, Leçon de piano et piège mortel. Qu'est-ce qu'il a l'air, le tien? On se compare-tu? Bah écoute, ça me fait rire parce que j'ai exactement le même. Le même que moi, celui-là? Oh my God. Arrête, vraiment? OK, c'est bien drôle, ça. OK, puis en plus, on a la même version québécoise aussi, La mort au bout des doigts. Tout à fait. Oh my God, c'est tellement cool. On va pouvoir comparer. Ton impression générale de ce livre-là, toi, Marc, raconte-moi ça. Alors, eh ben, écoute, moi, c'est un livre que j'aime bien, qui est dans la bonne moyenne, je trouve, des chairs de poule. Voilà, il fonctionne bien. Le personnage principal est pas trop désagréable, parce que des fois, ils peuvent taper un peu sur les nerfs. Ça, t'as raison.
Oh mon Dieu, ouais, ok, excuse, parce que je ris, parce que j'en ai lu quelques-uns récemment que je suis comme. Non, ben, pas aimable, ce petit-là. Ben, c'est ça. Non, mais celui-là, ça va. Et je trouve qu'il tape pas trop sur les nerfs. Non, il y a une pas mal grande imagination qui est. Tu sais, que des fois, la mère doit être épuisée. Ah ben, les parents ont l'air épuisés, en tout cas. Oui, c'est clair. Oh mon Dieu, ils sont impatients dans le livre. Hein? Oh là là. Ouais. Pas comme dans le film. Puis là, toi, est-ce que tu as lu la version québécoise que je t'ai envoyée aussi? Évidemment. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'est la question qui tue, là, je pense, de la journée que je peux pas attendre. Je dois savoir qu'est-ce que t'as pensé de notre traduction. Ben écoute, et je me suis fait une remarque, c'était qu'au niveau des descriptions, je trouvais ça plus smooth sur votre version à vous qu'en français de France, pour le coup. Les grosses différences que j'ai remarquées dans les différences entre les deux traductions, parce que je fais ça des fois à Frisson sur le pod, là. En France, on dirait que c'est vraiment traduit, je veux pas dire par un ordinateur, mais tellement tel quel. Ouais, c'est clair. C'est ça, mais c'est-tu parce que c'est fait à la chaîne? Là, je te demande ça comme si c'était là-dedans que tu savais tout, là, mais je sais pas, tu sais, comme étant qu'expert européen, là, toi. Bien sûr, je suis bombardé, expert européen. Alors, je vais mettre ma casquette, ne bouge pas. Je vais enfiler ma blouse blanche. Non, effectivement, ouais, j'avais l'impression, moi, quand j'étais enfant, que les chairs de poule étaient arrivées par container. C'est-à-dire qu'on en a eu beaucoup d'un coup. Ben, c'est ça, c'est fait à la chaîne, hein? Puis vous en avez, là, chair de poule, là, en France. S'il y en a au Québec qu'on n'a pas eu, en France, c'est sûr qu'ils les ont, là. Je sais même pas combien de numéros qu'il y a. Bah, non, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que déjà, la première chose que j'ai vue, c'est que pour vous, c'est le numéro 13. Oui. Alors que pour nous, c'est le numéro 11. Donc déjà, la numérotation n'est pas la même. Non, du tout. Ben, au Québec, on a essayé de garder, nous, c'est parce qu'on est collé sur les États-Unis, donc nos modes suivent beaucoup. On est un petit peu en retard sur eux autres, c'est eux autres qui partent, moins maintenant, mais dans les années 90, on suivait tout. On essayait de tout reproduire. Et vraiment, Frisson et Chair de poule, là, Héritage Jeunesse, ont fait un travail de génie parce qu'ils l'ont adapté pour notre petit parti du Québec, notre petite partie qui parle encore français. Et j'inclus aussi la Franco-Ontarie, c'est pas même ça s'appelle, je sais, mais je parle des Ontariens qui parlent français parce que il ne faut pas les exclure, hein, ils sont vraiment proches de nous et parlent le même langage et ont consommé autant que nous les chairs de poule et les frissons. Puis, c'est vraiment adapté à notre patelin. Donc, les villes vont être nommées à qu'est-ce que nos noms de villes ont l'air. Les noms sont adaptés. S'il y a quelque chose qui fait pas de sens à notre climat, ça aussi, c'est adapté. Puis ça, ben honnêtement, je pense que ça a joué un gros rôle sur pourquoi ça a autant fonctionné pour nous au Québec, Chair de poule. Puis on fait la même chose avec la série. Quand la série est sortie, on en avait quelques-uns qui étaient doublés au Québec. Je ne sais pas si ils étaient tous doublés au Québec, mais il y en avait beaucoup. Donc, Aline Pinsonneau, Camille Cyr-Desmarais, Martin Wattier, ils étaient tous là dans le doublage de Chair de poule. Je pense que c'est là qu'ils ont été formés. Seule affaire que j'aimais pas, c'est qu'ils gardaient pas nos titres québécois. Ah! Puis ça, c'est tellement étrange. Je sais pas, il y avait comme une dissonance entre vous, en France, quand vous regardiez les épisodes, est-ce que c'était les mêmes titres que les livres? Ah, c'est une bonne question, ça. Je t'avoue que j'ai pas fait attention. Je crois que oui, mais parce que ça m'a pas choqué. Mais alors, basiquement, tu vois, par exemple, je trouve que La mort au bout des doigts, c'est un bien meilleur titre que Leçon de piano et Piège mortel. Parce que quand tu lis le livre, moi, quand je l'ai acheté, petit, je pensais que c'était un truc, en gros, il faut que tu joues parfaitement ta partition parce que si tu te trompes de notes, ça déclenche un piège, par exemple. Oh là là! Tu vois, ça va déclencher un truc. Tu vois? Moi, je m'étais inventé une histoire dans ma tête. Genre ça, là. Ouais, donc, vraiment, si tu tombes de touche, paf, ça déclenche une arbalète, un truc, un piège. Tu vois, et donc, voilà, j'étais un peu là-dessus quand j'étais petit. Et en fait, quand je l'ai lu, effectivement, ça correspondait pas vraiment. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le titre québécois pour le coup, est mieux trouvé, plus fidèle, en tout cas, que le titre français. Ben, disons qu'il est un petit peu plus pince sans rire, tu sais, comme ici, le titre, je pense en France, ils ont essayé de le traduire mot pour mot, encore une fois, qui, en anglais, le titre, c'est Piano Lessons Can Be Murder, qui, je trouve, un peu intense comme titre pour un livre pour enfants. Le mot pour meurtre, enfants, c'est un peu violent, ouais.
Ouais, c'est justement, tu sais, c'est genre joue bien ou je te tue. Tu sais, c'est. Mais professeur Dorémy, encore une fois, tu sais, traduit. Moi, ça, j'adore ça, là, professeur Dorémy. Moi, j'ai comme vu une espèce d'allégorie et attention, je mets un avertissement de déclencheur là, pour ceux qui pourraient être affectés par ça, mais. Je vois une allégorie un peu à la pédophilie, ce qui m'a rendu un peu mal à l'aise en le lisant. D'accord. Les hommes adultes qui prennent les mains d'enfants, des si belles mains, je sais pas. Moi, ça m'a dérangé cette fois-là. Il me semble que d'avoir vu quelqu'un faire ça à mon enfant en avant de moi, je me serais posé des questions sur est-ce que je le laisse aller à cette école-là tout seul? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, c'était comme un petit peu l'obsession des mains puis tout ça, là, c'était comme... Mais tu sais, je veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, mais ça faisait peur. Oui, mais c'est vrai qu'enfant, on n'y pensait pas du tout. Mais c'est marrant ce que tu me disais par rapport à l'appropriation, tu sais, vous l'avez vraiment retranscrit du coup au Québec. Nous, par contre, on a gardé ce côté très américanisé. Oui! Tu vois, le nom de famille du personnage en France, c'est Hawkins. Pareil, comme en anglais. Alors que du coup, pour chez vous, c'est Étu. Ouais, puis ça, c'est très québécois. Il y a une rue en bas ici de chez moi qui s'appelle Étu. Chaque fois que je passe en face, je pense à Jérôme. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Oui, ma vie tourne tellement autour de chair de poule que je passe en avant de la rue. Littéralement. Ouais, c'est un petit peu triste, mais bon, coudonc. Au moins, j'ai des amis maintenant. Avant de continuer, moi, j'aimerais savoir, chair de poule, comment c'est entré dans ta vie? Écoute, j'avais pas forcément moi beaucoup accès justement à tout ce qui était un peu horreur fantastique, etc. quand j'étais petit, parce que mes parents ne voulaient pas. Et comme donc par contre j'ai toujours eu une fascination pour tout ça. Donc je me rappelle que j'avais bataillé pour essayer de voir SOS Fantôme à la télé quand j'étais petit, mais j'ai jamais pu. SOS Fantôme, mon Dieu, c'est quand même c'est soft ça là, quand même soft. Ça peut faire peur, là. Ma mère n'a pas voulu que je voie ça quand j'étais petit. Et pourtant, je l'ai tanné toute la journée pour essayer de le voir. Mais non, ça n'a pas marché. Et donc, effectivement, pour moi, c'était un premier accès, en fait, justement à ces univers-là. J'avais le droit d'acheter des chairs de poule. Je me rappelle, là où on allait faire les courses, tu vois, j'avais la librairie, le côté librairie un petit peu sur le côté. Et à chaque fois, j'y allais et je me mettais devant alors moi, j'étais petit, mais j'ai souvenir d'un espèce de mur en fait avec vraiment beaucoup de chairs de poule différents. Et du coup j'étais là devant et j'avais le droit de choisir un chair de poule. Donc du coup j'en ai plein que je traînais partout avec moi. Donc j'en ai certains qui sont dans des états pas top, mais notamment un c'est sûr que ton enfance c'est à toi, ça je comprends. Mais c'est ça, et ça me fait bizarre parce que tu sais quand l'autre jour j'en ai réouvert un et j'avais noté mes noms et prénoms dedans. Avec mon écriture d'enfant. Oh non, mais ça, j'adore. C'est... Aïe, on a ça au Québec, nous autres aussi, par exemple. Ben, évidemment, je veux dire, comme on n'est pas différents, mais c'est juste parce que ça me touche de savoir que, étant jeune, tu faisais la même chose que moi ici. T'sais, nous, c'était dans les pharmacies qui les vendaient. Ouais. Puis, dans les librairies aussi, là, mais je veux dire, dans les pharmacies, on s'entend qu'ils faisaient pas de facing. T'sais. Fait que quand que j'y allais, moi, je les plaçais tous ensemble, les frissons, ceux qui allaient ensemble pour faire un beau mur. Puis pour moi, c'était super important. Puis une autre chose qui est importante de mentionner, de la différence entre les versions françaises et les versions québécoises, c'est les couvertures. Ouais. Nous, au Québec, on a conservé les couvertures qu'ils faisaient aux États-Unis pour vraiment garder ça proche. Souvent, on changeait les couleurs là, de chair de poule et le background et tout ça, mais la couverture, le dessin restait celui de T. Jacobus. Tandis qu'en France, il y a quelqu'un qui les refaisait, les illustrations. Je pense que c'est écrit dedans qu'il les a fait. Il y a deux artistes qui ont beaucoup participé à tout ça et qui effectivement ont fait des couvertures originales, ouais. Mais c'est des artistes, c'est des grands artistes peintres notamment. Et il y en a un qui a travaillé sur Métal Hurlant par exemple, qui est un magazine ultra connu. Voilà, c'est pour le coup, on a eu des vrais artistes pour faire les couvertures. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Il y en a qui font vraiment peur aussi en France. Ouais. Mais c'est quand même... Moi, je trouve ça le fun que c'est comme un peu la façon que vous vous êtes approprié les livres là-bas. Comparativement à nous qui a fait la même chose. Tu sais, on a tous nos pour et nos contre, c'est sûr. Puis moi, en France, surtout, ce qui me fait capoter, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont disponibles en français. Nous, on a arrêté à 60 avec chair de poule. Ah, d'accord. Ces chairs de poule-là qu'on a ici ne sont plus disponibles sur les tablettes.
les versions Héritage Jeunesse, parce que c'est plus à Héritage Jeunesse que ça appartient maintenant. Maintenant, Chair de poule, la distribution ici, c'est Scholastic France. Scholastic Canada, pardon, pourquoi je dis France, qui achète les traductions de France. Traduction, directement. Donc, je pourrais te montrer qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais ils ont encore une fois je veux pas dire copier, c'est pas plagier, c'est la même compagnie. Donc, ils ont reproduit ce qui a été fait aux États-Unis avec les nouvelles couvertures. Ils ont gardé, par contre, le même logo Chair de poule comparativement aux États-Unis qui ont changé leur logo de Goosebumps, qui était la pire erreur qu'ils pouvaient faire. Ça, à ce jour, je reviendrai jamais là-dessus. C'est comme le même pointu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas dit, mais je voulais pas te lancer là-dessus, mais j'y ai pensé fort. Je souhaite qu'il revienne, là, vu que Sydney revient. Peut-être qu'elle va le ramener avec elle, le N pointu, avec Lisette Dufour, qui la double. Nous verrons. Alors, merci pour ce partage-là de ton histoire avec Chair de poule puis tout ça. Je trouve ça voilà, vraiment pour moi, c'est vraiment Chair de poule, c'est mon premier contact vraiment avec des histoires d'horreur. Voilà, donc pour moi, c'est super important. Et après la série, pour le coup, c'était le rendez-vous avec les copains. Dès qu'on terminait l'école, chacun rushait jusqu'à chez lui et puis on allumait la télé et on regardait un épisode de Chair de poule qui passait quand on rentrait de l'école. Voilà, donc le lendemain, on parlait de l'épisode dans la cour de récré, tout ça. Et puis c'était tellement bon, là. Oh my God, quel bon temps! Honnêtement, tout à fait. Le premier soir où est-ce qu'ils ont diffusé The Haunted Mask sur Fox Kids ici. Puis ici, ils l'ont diffusé en soirée sur Prime Time. Et merci beaucoup à Goosebumps Channel sur YouTube qui fait partie du Goosebumps Crew, le podcast en tout cas, c'est 4 fous du Goosebumps, là, honnêtement. Je crois qu'ils sont européens aussi, je suis pas sûr. Parce que honnêtement, je suis pas occupé à écouter leur accent. Ils parlent de Goosebumps, j'entends plus rien. Là. Ils ont reçu Catherine Long qui a fait Carly Beth, qui l'a joué. Ils l'ont reçu sur leur podcast. Ils ont parlé avec elle pendant 1 heure. Et pour ça, je veux dire merci parce que wow, quel épisode. Et elle est tellement belle en plus. Oh my God, wow, vraiment. Et évidemment, ils ont aussi posté des épisodes. Bon, Bella qui capote en haut. Ils ont posté des épisodes de leur original broadcast sur leur compte YouTube. Donc, vous pouvez aller le voir avec les annonces. Et nous, tantôt, on va justement regarder l'épisode qui est basé sur notre livre. Sans plus attendre, est-ce qu'on embarque là-dedans? Là, j'ai pas de teaser pour La mort au bout des doigts, malheureusement, parce que les Chairs de poule, ils font pas ça, des teasers au début. Je vais dire bonjour à Jérémy Romain, aussi, qui a écrit son nom au début de mon livre. Et voilà. C'est à toi que je l'ai acheté. Oh là là, fait que... tu vois, moi j'ai un Danny. Alors, Danny quelque chose. Danny, je sais pas. C'est Danny et Jérémy. Danny et Jérémy, ouais. Oh, peut-être que... imagines-tu s'ils étaient amis, ces deux-là? Jump scare. Ouais, Bella est apparue en arrière et elle m'a fait faire le saut. Je vais rentrer tout de suite dans la fiche technique avant d'embarquer dans le pas à pas que j'ai pris sur Goosebumps Wiki, le site le plus complet sur les Goosebumps. Honnêtement, là, on a un pas à pas de chacun des livres avec toutes les photos, les inspirations, les infos qui viennent avec les épisodes et tout. J'ai passé le texte dans un traducteur, puis après ça, j'ai essayé de le mettre un petit peu à la sauce. Donc, on verra ce que ça donne. Mais avant ça, on va embarquer dans la fiche technique de La mort au bout des doigts. Le Chair de poule numéro 13, écrit par R.L. Stein, adapté par le Québec par Nicole Ferron, qui avait aussi traduit La Gardienne 1. On se rappelle, on a fait ça dans la première saison. Aux éditions Héritage Jeunesse durant le 4e trimestre de 1994. Il contient un total de 123 pages. En anglais, le titre original, Piano Lessons Can Be Murder, qui est le Goosebumps numéro 13, publié aux éditions Scholastic et Parachute Press, qui est la compagnie de la femme de R.L. Stein. Publié le 1er novembre 1993 en 144 pages. Il a reçu un total de 35 éditions et son titre français en Europe est Leçon de piano et piège mortel, traduit de l'américain par Nathalie Czarneski. T'as un petit peu. Czarneski. Moi, un T, un S et un K, là, c'est... Veux-tu le dire pour moi, s'il te plaît, Marc? Ça va peut-être aller mieux. Alors, attends. C'est marqué où, du coup? Au début, nous, on a la 5e édition. C'est ça que tu as toi aussi?
Alors, Nicole Ferron, hop. Ah, c'est sur la, Ah oui, c'est la version de France, ça. Ah, c'est d'accord. Ouais, sur la version ouais. française. Ah, t'es fin d'avoir dit Nicole Ferron. Traduit de l'américain par Nathalie Tcharnetsky. Ah, tu vois, tu l'as dit beaucoup mieux que moi, merci. Puis toi, c'est la 5e édition aussi que t'as? Tac. 30 avis. Il est écrit 5e juste en édition, dessous tout à de- fait, oui. Aïe, le hasard qu'on ait la même, man, c'est fou raide. Ok, excusez, moi qui... C'est les premiers qui sont sortis. Et là, du coup, tu vois, le fait que tu m'aies invité, ça m'a relancé dans ma Goosebumps mania. Et du coup, je pense que je vais essayer de compléter avec ceux que je n'avais pas. Il va falloir que je l'achète en VO parce qu'il y en a certains, j'ai découvert qu'il y en avait certains qui n'avaient jamais été traduits. Mais je veux tous les avoir dans cette édition-là, justement, dans l'édition colorée, là, avec le cadre arc-en-ciel. Oui, parce que là, ils ont rapproché l'image aussi en France. Maintenant, là, les nouvelles éditions, là, je sais pas combien ils vendent plus. Je pense que c'est Pocket quelque chose qui est écrit sur le côté là, dans les nouvelles éditions. Là. Ouais, mais ouais, j'aime moins le design. Je les trouve moins jolis. Ça fait moins 90s là aussi. Oh, bah oui, puis bon, c'est ceux de mon enfance. Alors évidemment, je veux ceux de mon enfance. Et voilà. Je vais faire une petite courte description pour aussi l'épisode, parce qu'il y a eu un épisode qui a été fait dans la première saison. Donc, l'épisode télé qui était la première diffusion a été fait le 8 décembre 1995 et était d'une durée de 22 minutes. Réalisé par William Fruet et écrit par Charles Laser. Mettant en vedette Ben Cook, sur qui j'avais un méga kick quand j'étais petit avant que ma voix mue, Barclay Hope, Carolyn Scott, Aaron Tager, Jeza Kovacs, Brenda Devine et Erica Luttrell. C'est l'épisode 8 de la saison 1. Et on va l'écouter plus tard dans l'épisode. Ah, je viens d'avoir un message comme quoi dans 10 minutes, il va falloir qu'on se reconnecte. Allez. Fait que je suggère que, dans le fond, on se reconnecte maintenant. Comme ça, on va embarquer dans un pas à pas plus fluide. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, c'est parti. Alors, on part à la pause publicitaire. C'est demain. Pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Je suis pas à la hauteur. Je vais juste me ridiculiser. C'est demain. Je suis pas obligé. Je peux juste annuler. Je suis pas obligé. L'événement arrive et les tourments que son subconscient lui impose l'épuisent de plus en plus. C'est pas une obligation. C'est demain. Que j'expire. Un court-métrage de Guillaume Capovilla. Est-ce qu'on est prêt à embarquer dans le pas à pas de la mort au bout des doigts? Allons-y. Alors, Marc, laisse-moi te raconter mon frisson. Ou dans ce cas-ci, mon chair de poule, mais qui fait la différence au Québec, n'est-ce pas? Alors, on commence. Jérôme Etu, ou Jerry Hawkins, c'est selon, et ses parents emménagent dans une nouvelle ville de Beaubourg, quittant Cèdreville. Et là, j'ai vérifié, et il n'y a pas de ville au Québec qui s'appelle comme ça. Mais en France, on a un endroit qui s'appelle Croissy-Beaubourg. Donc, je figure que peut-être que c'est de là qu'il vient. Mais on n'a pas de Cèdreville ici, du tout non plus. Mais ça serait le genre de nom qu'on aurait. Mais on peut, par exemple, se rendre, si on décide parce que Cèdreville, c'est quand même drôle comme nom, on pourrait se rendre à Cedarville, au Massachusetts, aux États-Unis. Ça fait pareil, n'est-ce pas? Juste ça peut fonctionner aussi, c'est ça, exactement. La maison est vieille, effrayante et pleine de pièces. En explorant le grenier, Jérôme découvre un vieux piano. Maudit chanceux. C'est tellement hot. Imagine-toi, tu déménages dans une maison et tu trouves un piano. Ça coûte tellement cher, un piano en plus. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, après, quand j'étais enfant, j'étais pas un grand fan des greniers ou des caves. Ah ouais, ben là. Dans les greniers puis dans les caves, dans les chairs de poule, tu peux trouver tellement de choses. Tu peux trouver un miroir sur lequel tu tires sur une corde puis tu disparais. Ah oui, puis les appareils photo. Ah, c'est vrai, ça arrive. Ça, c'est dans une cave avec l'homme araignée. C'est comme ça qu'il s'appelle en France? Ah, je me souviens pas. Ah, mon Dieu, ouais. Les Spidey, là, en anglais, celui qui surveille la caméra. En tout cas, mon Dieu, il faut faire celui-là aussi. Il s'appelait D'étranges photos ici au Québec. À sa grande surprise, là, on parle de Jérôme, pas. C'est quoi? Je pense. Non, il s'appelle Grégoire dans D'étranges photos, c'est vrai. Donc, à sa grande surprise, le piano est en très bon état et fonctionne encore très bien. Cette nuit-là, Jérôme est réveillé par le piano qui joue une mélodie douce et triste. Et dans l'épisode, c'est Moonlight Sonata qui joue.
Mhm. Alors, oui, en effet, c'est doux, mais on se rappelle que Annie Wilkes, ça casse des jambes sur cette chanson-là aussi. Dans une autre référence littéraire, Misery, hein? Tout à fait. Wink, wink. Il monte au grenier pour vérifier, mais personne n'est en train de jouer. Red flag! Ah bah, direct d'entrée de jeu, ouais. Quand il parle à son père de la musique qu'il a entendue, ce dernier pense qu'il s'agit d'une autre des innombrables blagues de son fils. Parce que c'est important de le mentionner, mais Jérôme, il se fait des histoires... il se raconte, d'ailleurs, c'est super bien joué dans l'épisode là, par l'acteur Ben Cook, là. Ils l'ont pas pris. Il a joué dans plusieurs épisodes de Chair de poule, puis on sait pourquoi. Là, il était vraiment bon, cet acteur-là. Puis mon neveu, il est comme ça, moi aussi. Des histoires, là, des fois, là, il nous écoute parler, les adultes, puis de ce qu'on dit, il part une histoire qui est clairement pas vraie, mais qui se suit. Fait que si tu le suis là, dans son histoire, tu peux faire « Pourquoi t'écris pas des livres, toi? » Mais bon. Je peux pas lui en vouloir, j'étais pareil. Par contre, papa amène l'idée de déplacer le piano du grenier au salon et d'inscrire Jérôme à un cours. C'est la fin de la phrase. À un cours de piano. Pas de piano, ouais. Jérôme trouve que c'est une bonne idée. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, il va changer d'idée, ça sera pas long. Donc, les parents de Jérôme trouvent une annonce pour l'école d'Orémy. On va en parler. Ça, c'est original. Dorémy. Est-ce que tu aimais ça? J'ai trouvé ça un peu gros. Voilà. Bon, en même temps, c'est pas beaucoup mieux. Sur la version française de France, il s'appelle Monsieur Accorde. Quoi? Attends une minute. Ils ont changé le nom comme ça, c'est parce qu'en anglais, c'est Shrink? Attends. Ouais, en fait, t'as 3 noms différents. Le professeur, donc en français, Monsieur A.Cord, donc K-O-R-D. OK. Donc c'est Monsieur Accord. OK, attends, je l'adore. Moi, là. Okay, moi, c'est la première fois que je l'entends, OK? Fait que c'est pour ça, là. Alors, t'as Monsieur Accord, Monsieur Dorémy, et pour la version de la série, c'est Monsieur Shriek. Ah, ben, hey. Monsieur Dorémy, c'est parfait? Ah, ben, Dorémy, c'est le note, ça. Ouais, okay, Dorémy, c'est le vôtre. Puis vous autres, c'est Accord. Hey, Accord. Hey, c'est tellement bon. Dorémy et Shrink en anglais. Shrink, je sais pas pourquoi, ça n'a pas vraiment rapport. C'est comme le nom qu'on donne à un psychologue habituellement aux États-Unis, fait que ça n'a pas vraiment rapport. Mais bon, au moins, nous, on s'est forcés les deux. C'est bon, le français, go français. Donc, l'annonce de l'école d'Orémy et ils inscrivent leur fils pour des cours privés. Le samedi après-midi, son enseignant, le professeur Dorémy, vient à leur maison pour se présenter. Ça, c'est quand même spécial, le professeur qui se déplace à la maison pour se présenter. Puis, ça fait très old school. Ouais, oui, ça fait quasiment tant des. Je sais pas si vous avez connu ça, Les Filles de Caleb, parce que nous, c'était une série québécoise. Ça me dit rien. Va falloir que je t'envoie ça. Ça, là, c'est pas plus québécois que ça. Ah, j'ai pas la référence. Le professeur Dorémy est étrange et amical, mais semble complètement obsédé par les mains de Jérôme. On se rappelle... Red flag. Un peu trop obsédé, même. C'est vraiment... Puis dans l'épisode, il flatte ses mains en plus. Oui, c'est ça. En tout cas, une chance qu'ils n'ont pas mis trop une emphase là-dessus parce qu'il aurait fallu qu'ils passent dans Prime Time, eux autres aussi. Il les étudie de près et réitère à Jérôme à quel point elles sont parfaites avant de partir. Il parle pas du piano, il parle des mains qui sont parfaites. Il parle des mains parfaites pour jouer le piano. Là, honnêtement, je pense que si je me trompe pas, c'est des mains avec des longs doigts parce que faut que ça reach loin sur le piano. Là. Oui, j'imagine, oui. Cette nuit-là, Jérôme entend à nouveau la triste musique, ce qui inquiète ses parents. Surtout lorsqu'il suggère que le piano est hanté. Alors ouais. Moi, du coup, minute 2, je sors le piano et j'y mets le feu, quoi. Oui, ça règle bien des problèmes. C'est bien beau que ça coûte cher, mais si c'est hanté... C'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Son père repousse les affirmations de son fils sous le tapis du stress lié au déménagement. Oui. En d'autres mots, il l'invalide complètement. En même temps, c'est un peu l'histoire de... C'est quoi, Pierre et le loup, je crois? Où il passe son temps à crier au loup pour faire un peu des blagues. Et en fait, le jour où il y a vraiment un loup, les villageois ne le croient pas. Et là, c'est pareil. Le lendemain, à l'école, Jérôme fait la rencontre de Kim Lee-Chin, qui habite juste en face de chez lui. Quel hasard, il le rencontre à l'école, mais Kim est un peu bizarre parce qu'elle se pousse toujours. Elle dit des affaires, puis elle se pousse.
Ouais, c'est ça. Elle fait avancer un peu l'intrigue et puis hop, elle s'en va. Oui, c'est ça. Merci, Elle fait du teasing et puis elle s'en va. Kim est inscrite à des cours de violon à la même école que Jérôme. Et lorsque ce dernier lui dit que son enseignant est le professeur Dorémy, elle est effrayée et s'enfuit en courant. Bon, tu sais, je disais, mais comment ça, elle, il n'y a rien qui est arrivé? Non, mais je pense qu'en fait, elle apprend le violon, mais de ce que j'ai compris, c'est pas dans la même école. Hein. Ah, une minute, là, parce que dans le résumé que j'ai pogné, c'est ça que ça disait. En tout cas, moi, de mémoire, elle prend des cours de violon, elle joue du violon, Okay. mais elle n'est pas dans la même école. Et au moment où lui explique qu'il est dans l'école Dorémy, c'est là qu'elle twist et elle part en courant. Qu'elle serait pas dans la même école, ça ferait du sens dans la mesure où est-ce qu'elle y arrive à rien, là? Bah c'est ça, sinon ce serait étrange, ouais. OK, bon, ben, c'est à noter, tout le monde qui écoute Chair de Poule. L'école Dorémy, c'est non. Voilà, on ne va pas à l'école Dorémy, surtout quand on nous flatte les mains en nous disant qu'on a des mains magnifiques et parfaites. Voilà. C'est ça. Tout est dans les mains. Jérôme entend le piano une fois de plus cette nuit-là, et cette fois-ci, il attrape la mystérieuse musicienne. OK, là, c'est la place où est-ce que moi, je développe, comme on dit si bien, la chienne. Bah, tu m'étonnes, oui, là, on part dans le fantastique. Hey, le fantôme... Là, c'est terminé, je ne touche plus jamais à ce piano, je veux dire. On est d'accord. Brûlé, pas brûlé, j'y touche peu. Ah, j'y touche plus, fini. Surtout quand on voit qu'est-ce qu'elle a l'air dans l'épisode, parce qu'elle est quand même épeurante dans l'épisode. Ah bah, la description dans le livre, moi, je m'en approche pas. Hein. Oh my God, je sais. Le fantôme d'une jeune femme, là, nous autres, on pousse, là, on explique. Alors, ce qu'il voit, c'est le fantôme d'une jeune femme qui apparaît dans une brume grise, assise au piano. Puis on se rappelle qu'elle joue en plus Moonlight Sonata. Mélanger tout ça en même temps, là, sa peau commence alors à s'effilocher et son visage fond en un crâne gris exorbité. OK, je me rappelais plus de ça. Ah ouais, c'est une violence. Pardon? Oh my God, je viens de voir que ma caméra est floue et Dieu merci parce que c'est comme ça que je me sens, moi, en ce moment. Avec la peau qui s'effiloche et le crâne gris exorbité. Elle dit à Jérôme que c'est sa maison et le prévient de rester loin de son piano. OK, fait que là, il fait des menaces. C'est pas juste reste loin de l'école, c'est reste loin de mon piano. Ouais. En fait, elle s'y prend mal, mais elle lui dit de pas s'approcher du piano, mais c'est pour le protéger, en fait. Ouais, parce qu'elle veut lui faire peur. Elle veut qu'il arrête d'aller. C'est ça. Moi, je la vois toute grise avec le visage qui fond. C'est bon, c'est terminé. Hein. Salut. Hein. Moi, j'ai déjà déménagé. Hein. J'attends pas mes parents. Je pense que c'est réglé. On fait comme qu'est-ce que Jérôme fait. Il crie. En fait, c'est ça. Ce que ça dit, c'est qu'il hurle à tue-tête, à plein poumon. Mais lorsque ses parents arrivent, à court, en fait, le fantôme a disparu, comme toujours. C'est toujours ça qui arrive. Pareil comme Chucky, la minute que les parents arrivent, Chucky arrête de bouger, puis personne ne va croire. Les parents restent des incrédules. Les parents réconfortent leur enfant, mais bien sûr, ne croient toujours pas à son histoire. Sa mère prend même la décision de prendre rendez-vous avec un psychologue. Mais ça, c'est une bonne idée, par exemple, maman, parce que tous les enfants devraient avoir accès à un psychologue. Tout à fait. Je fais juste le dire. Juste un petit truc là, le psy, toujours pareil, c'est pas le même nom dans la version française de France et dans la version québécoise. Ah, OK. Ah oui, vous avez changé de nom, vous autres aussi? Pareil, tous les personnages en fait ils ont changé de nom, enfin la plupart en tout cas des personnages importants. Le psy dans la version française s'appelle Monsieur Bilan. Bilan. Ils se sont pas pris la tête, hein. Et dans la version québécoise il s'appelle Monsieur Frigon. Frigon. Oui, voilà. Monsieur Frigon. Mais ça, c'est un nom qu'on a ici pas mal aussi. Mais ça, c'est un nom auquel je peux croire. Parce que le psychologue Bilan, c'est compliqué quand même. C'est genre un robot, là, techniquement. Là, le psychologue Bilan. J'adore ça. Hey, je vais le noter, excuse-moi. Là. Je l'ai ici, mais je ne vais pas l'oublier. Docteur Bilan. Ah ben je lisais, j'avais les 2 livres dans les mains. Et en même temps que je découvrais la version québécoise, je lisais ce qui se passait aussi dans la version française et donc j'ai relevé tous les trucs et notamment les noms. Voilà. Puis lui, il a été omis de l'épisode d'ailleurs. Le docteur Bilan, là, il... Non, il a pas passé le cut. Le professeur Dorémy revient le lendemain matin et il est pleinement satisfait des progrès de Jérôme. My God, en une journée. Ben, c'est un char de poule, il faut que ça aille vite. Il est doué. Il annonce à la mère de son élève qu'il voudrait continuer les cours de piano à son école à tous les vendredis après-midi. Donc, éloigné des parents. Alors, il y a un troisième signe, c'est que quand il découvre l'école,
L'école est au milieu de nulle part. C'est un espèce de bâtiment, on dirait un bâtiment abandonné au milieu de nulle part. Et dans l'épisode, c'était vraiment bien c'est ce que ça avait de l'air aussi. Ça avait de l'air d'un édifice qui était très, très loin de tout ce qui était commerce en arrière et clôturé. Ouais, moi, je laisse pas mon enfant là-dedans, mais OK. Mais eux autres, ils le font parce que c'est un chair de poule. Lorsque Jérôme visite... Puis c'est drôle parce qu'habituellement, dans les chairs de poule, c'est vraiment les parents qui sont cons. Je pense que c'est quand on arrive à l'âge... Les hormones qui kickent, parce que dans Frisson, les personnages sont pas smart comme ça. Jérôme, là, est plus smart que tous les personnages de Frisson au complet. Là. Lorsque Jérôme visite le psychologue, le docteur Frigon, présenté comme un psychiatre. Ah, dans le livre, ils disent un psychiatre, mais c'est pas un psychiatre, c'est un psychologue. Psychologue, normalement, oui. Plutôt. Il lui dit que le fantôme qu'il voit n'est simplement qu'une manifestation de ses peurs, au grand désagrément de l'adolescent. Fait que, en d'autres mots, il a peur en tas. Parce que si les peurs ont l'air de ça, Jérôme arrive à l'école de musique d'Orémy le vendredi suivant et se perd rapidement dans l'énorme bâtiment. Ouais, ça, je m'en rappelle d'avoir lu ça chez la coiffeuse, dans la salle d'attente chez ma coiffeuse quand j'étais jeune. Puis quand il se perdait dans les couloirs, je capotais parce que je m'étais déjà perdu. On a tous vécu ça, je pense, un peu se perdre effectivement dans un bâtiment, une école, un nouveau lieu comme ça qu'on ne connaît pas, et ça fait toujours bizarre, surtout quand t'as personne dans les couloirs en plus. La pire peur, je pense, que j'ai eu de me perdre, ça a été dans une épicerie quand j'étais petit, j'avais peut-être 5 ans, puis j'avais perdu ma mère dans le magasin. Dans un zoo, moi, personnellement. Oh my God! Dans un zoo? Ouais. Hey, c'est huge, un zoo, là. C'est ça. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à essayer de les retrouver. Hey, mes sympathies, pour vrai, là, un petit peu là, il faut que je m'en remette. L'énorme bâtiment, en se promenant dans les couloirs, il rencontre la balayeuse bizarre et monstrueuse construite par le concierge de l'école, Monsieur Berlingot, que le professeur d'Orémy qualifie de génie mécanique. Alors, Monsieur Berlingot, dans la version française de France, s'appelle Monsieur Toggle. Ah, ça fait plus de sens. Parce que M. Berlingot, là, mettons qu'ici, on comprendrait pourquoi il est concierge, parce que tout le monde s'est moqué de lui. Ah oui, il y a des chances. Il a eu une enfance difficile. M. Berlingot. OK. Ben, quoi que quand une fois rendu dans l'âge d'or, tout le monde va trouver ça adorable et embarqué, oui. Mais ce dernier conduit Jérôme à la salle de répétition et en cours de route, tout ce que Jérôme entend sont les différentes mélodies de piano dans les classes. Ça aussi, c'est quand même assez glauque comme setup, genre que tu passes d'un couloir, les couloirs sont quand même sombres, puis tu entends des mélodies de piano différentes de l'autre côté sans voir. Tu vois juste la tête. Ça doit faire une espèce de cacophonie. Et oui, de ce qu'il dit, en fait, il voit juste la tête des professeurs qui battent la cadence, en fait. Yark! Qui battent la cadence comme un métronome, tu sais. Fait que c'est ça. Ta caisse, ça me arc. On dirait que ça devient plus épeurant juste d'imaginer, genre, qu'est-ce qui se passe. C'est toujours plus apeurant quand tu l'imagines. En sortant, le jeune garçon rencontre M. Berlingot qui lui promet de lui montrer ses inventions quand il viendra à son prochain cours. Il est gentil, M. Berlingot. Je me demande s'il construit des machines distributrices de disques compacts de Britney Spears. Ça m'est venu comme ça. Peut-être qu'il répare des Discman. Ou des Walkman. Ou des Walkman. Oh my God, mon rêve. Quand ce moment arrive, Jérôme est étonné de découvrir les différentes pièces que Berlingot a créées. Il semble aussi avoir un intérêt particulier pour la musique. Alors qu'il est dans l'atelier de M. Berlingot, Jérôme entend un appel à l'aide, mais lorsqu'il interroge le concierge, ce dernier lui répond que le bruit provient d'un équipement défectueux. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai rarement entendu mon lave-vaisselle faire « Au secours! » Ouais, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Mais on va poursuivre parce que c'est un chair de poule, puis il faut avoir la chair de poule. Exactement. Quand Jérôme rencontre Kim à nouveau, il lui demande pourquoi elle s'est enfuie lors de leur dernière conversation. Puis il n'est pas tout seul à se poser la question, nous aussi on se le demande. Peut-être qu'elle est simplement impolie aussi. Elle lui raconte alors des histoires effrayantes qu'elle a entendues à propos de l'école d'Orémy. Elle explique qu'on dit que des monstres errent dans les couloirs et que certains enfants qui sont entrés dans cette école n'en sont jamais ressortis. On a beaucoup d'avertissements. Hein? Là, je pense que le cahier des red flags est plein. Hein. Je pense qu'à ce stade, là, si tu continues à y aller, c'est que tu cherches les ennuis. Hein.
Mais en même temps, quand tu regardes les films, les histoires d'horreur, dans les films ou quoi, ok, c'est pareil. Hein. C'est une suite de red flags pour lesquels tu te dis, bah non, vraiment. Au bout d'un moment, si ça vous arrive, si vous êtes face à un monstre, à un tueur ou quoi, ok, là vous l'avez cherché, quoi. Je veux dire. Est-ce que tu avais besoin à ce point-là de jouer du piano dans ta vie? C'est ça. C'est si important que ça. Jérôme n'en croit pas un seul mot, mais trouve tout de même étrange le fait qu'il n'a vu aucun autre élève que lui sur les lieux. Tu vois, on l'a mentionné, nous autres ici. Puis les profs qui acquiescent sur le... Hey, ça vient de me faire peur, l'image que tu m'as mis dans la tête. Là. On dirait que je les voyais, moi, faire les 100 pas autour des pianos, genre, tu sais, comme... Mais là, de voir, tu sais, toutes les têtes qui font juste suivre le rythme, c'est comme vraiment les yeux vides, là. En tout cas, c'est parce que vous savez pas le punch, vous autres, mes amis, encore, si vous l'avez pas lu, mais croyez-moi, là, c'est un des pires dans Chair de poule, là. Ouais, celui-là, il est assez intense, ouais. Attends un petit peu, là, je suis rendu... Ah, OK. À son tour, il parle à Kim du fantôme qu'il a aperçu chez lui. Son ami, rit de son histoire, croyant que Jérôme invente le tout. Fait que bravo, Kim, tu racontes des histoires d'horreur, mais quand que lui t'en raconte une, tu le crois pas puis tu le repousses encore. C'est ça. Lorsque Kim quitte, le fantôme apparaît à nouveau et dit à Jérôme que toutes les histoires racontées par Kim sont vraies. OK. Donc là, le fantôme commence à être un peu plus sympathique et à essayer de communiquer avec Jérôme. Ben, il semble avoir arrêté de fondre aussi. Ben, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est quand même plus facile pour échanger, tu vois, pour avoir une conversation. Parce que quand la personne en face de toi n'a pas de visage, c'est plus difficile. C'est deux yeux qui fondent puis tout ça, là, ouais, je sais pas. Ça... Ouais, c'est un peu intense. Mais elle dit quand même des choses menaçantes là, parce que les histoires de Kim t'es épeurantes en tape, elle dit qu'elles sont vraies. Ouais. Elle avertit Jérôme le fantôme de se tenir loin de l'école d'Aurémy. À son grand horreur, Jérôme s'aperçoit que le fantôme n'a pas de main et il hurle pour appeler ses parents. OK, le fantôme n'a pas de main. Comment a-t-il pu jouer Moonlight Sonata avec des mognons? Bah, tu vois, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué et qui l'a fait par la force de son esprit. On espère. Ou elle a joué avec ses lambeaux, je ne sais pas. T'imagines-tu de quoi comment ça sonnait, ça? Avec les coudes. T'imagines la scène avec les coudes. Le fantôme, t'es un petit peu moins épeurant rendu là. Oh my God. Il leur annonce alors qu'il ne veut plus retourner à l'école d'Aurémy et qu'il veut que le piano hanté soit mis hors de la maison. Bon, enfin. Ah bah quand même, oui. Il lui a fallu quand même beaucoup de red flags avant de se dire ça. Beaucoup de pages de résumé. Ses parents acceptent, mais insistent pour que Jérôme prenne ses responsabilités et retourne pour un dernier cours pour le dire au professeur d'Aurémy convenablement. Je peux pas les... Bah alors, c'est pas... À la limite, ils ont payé le cours. Donc moi, c'est plus ça qui me gêne. Le fait qu'ils se soient dit, bah on a payé, t'y vas. Par contre... Oui, je trouve ça plus respectueux, effectivement, au moins d'expliquer à la personne que tu ne veux plus faire quoi. Peut-être qu'un appel téléphonique aurait suffi. Mais entièrement d'accord. Surtout que on se rappelle qu'il a checké les mains en avant des parents. Fait que les parents auraient dû faire... Il me semble c'est... Je sais que je reviens là-dessus, mais moi ça m'a comme... Étant jeune, je sais que si on m'aurait inscrit à des cours de piano... puis qu'on aurait étudié mes mains comme ça, j'aurais pas voulu retourner au cours de piano après. Non, mais moi, c'est clair et net. Moi, quand j'étais petit, tu m'attrapais les mains pour me dire je te connais pas. T'arrives, tu m'attrapes les mains et tu les regardes sous tous les angles en me disant qu'elles sont magnifiques, parfaites et tout. Non, je suis pas bien. Je m'en rappelle, quand j'étais jeune, on m'avait toujours dit qu'il ne faut pas que les adultes touchent tes parties. Puis, of course, là, c'est l'enseignement qu'on fait aux enfants. Mais on avait fait un combat de table quand j'étais en 3e année. Puis ça, c'était comme genre... la prof, on était en 2 rangées en face du prof. Puis là, la prof, elle disait genre une table d'équation. Puis il fallait qu'on dise la réponse. Celui qui disait la réponse le plus vite gagnait. Il allait en arrière de la file, puis il se prenait contre le prochain. Puis l'autre prochain s'en allait. Puis, moi, j'avais perdu, puis elle avait un duotang dans ses mains, puis pour comme faire essayer de m'en aller, elle m'avait fait un petit coup ses fesses. J'avais capoté. Là, j'arrivais chez mes parents, comme chez nous, chez ma mère, puis j'avais dit, comme, OK, c'est parce que ma prof a touché mes fesses, puis moi, on m'a dit qu'il fallait pas toucher. Tu sais, j'avais pas compris la distinction. Ouais, puis on aurait dû, à ce moment-là, me comprendre que c'était un trouble et non pas un petit gars à problème. Mais bon, je poursuis. Vive l'éducation.
Quand le moment arrive pour que Jérôme aille dire à son professeur prenne ses responsabilités, finalement, pour Jérôme d'annoncer à son professeur qu'il abandonne ses cours de piano, Dorémy explose dans une rage. Ça, c'est un des bouts qui m'a fait vraiment peur dans le livre, là, parce que dans le film, il est quand même farfelu quand il capote. Comme, il fait peur, mais il reste farfelu. Ici, ils décrivent que c'est une rage. Là. Il devient rouge, puis... Comment il a fait pour devenir rouge? Ah, tu vois, je me suis posé exactement la même question. Ah! À voir que les raisonnements sont les mêmes transcontinentalement. Exactement. Il dit à Jérôme qu'il ne peut pas partir parce qu'il a besoin de ses mains. Jérôme se sauve et le professeur Dorémy le poursuit jusque dans la salle de récital, qui, d'ailleurs, je veux noter, il a essayé de rentrer avant, puis il s'est fait empêcher par le monsieur Berlingot. C'est alors que Jérôme aperçoit les mains flottantes et désincarnées qui jouent sur le piano. OK, là, on va prendre une petite minute là, parce que c'est la couverture qui voit à ce moment-là, c'est des mains qui jouent du piano tout seul. En France, c'est des mains squelettiques. Ouais. Ils ont poussé ça un petit peu plus loin. Les autres, ils ont fait, tu sais, nous autres, on ne va pas remettre de peau par-dessus parce que les enfants n'ont pas besoin de ça. Le professeur Dorémy rattrape Jérôme et le saisit. Heureusement, M. Berlingot vient à son secours et éteint le professeur Dorémy. Est-ce que j'ai bien dit éteint? J'ai bien dit éteint. Voilà qu'on révèle ainsi que le professeur, lui aussi, n'était qu'une de ses créations robotiques. Voilà pourquoi il s'appelait Dorémy. Mais là, je veux qu'on parle... OK, les mains, je vais-tu le dire comment ils sont faites? Parce que moi, les mains, ça m'a traumatisé bien raide. Là, Ah oui, OK, c'est expliqué. Attention. Fait que le Big Bad, on comprend que c'est M. Berlingot qui a fait les robots. Jérôme croit être sauvé, mais avant qu'il ne songe à partir, M. Berlingot l'arrête sous prétexte qu'il a toujours besoin de ses mains. Encore des... Il explique qu'il souhaite créer une magnifique musique sans erreur humaine, mais que les mains sont beaucoup trop complexes pour être construites. Pour compenser, Berlingot a décidé de prendre de vraies mains humaines afin de compléter ses créations. C'est sick, là! Un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il fait une collection de mains de tous les gens qui viennent dans l'école Dorémy. En fait, il tue des gens, il leur coupe les mains. Oui. Et tout ça pour avoir de la musique. Pour qu'une machine contrôle les os humains, les mains répliquées de... Et parce qu'il n'arrive pas à recréer les articulations et tous les petits os, tous les petits trucs des mains, il n'arrive pas à refaire la même chose en robot, donc du coup, il prend des vraies mains. Hey! J'ai un traumatisme d'enfance, celui-là. Sa mère l'a vraiment marqué, là, étant jeune, là. Je sais pas, il a un léger problème avec la musique et je pense qu'il a un petit problème de serial killer aussi, peut-être. Hey! Mais ça, on le mentionne pas. On fait semblant, le serial killer, là. On fait semblant que c'est pas là parce que c'est chair de poule, mais... C'est éclipsé, ouais. Tu sais, je me rappelle, les frissons, moi, on m'avait downgradé aux chairs de poule parce qu'on disait que les frissons me faisaient faire des cauchemars. Après ça, on me demande pourquoi que chair de poule me fait plus faire de cauchemars que des frissons. Tu sais, comme... Ah non, mais dans celui-là, c'est ce que je disais, c'est quand même une histoire qui est assez costaud. Il y a encore une fois, il y a un serial killer et un fantôme qui fait peur. J'aimerais ça qu'on la refasse version adulte, cette histoire-là. Tu sais, de la perception adulte. Là, on pourrait appeler ça le meurtre au bout des doigts. Ouais, ça pourrait. On va travailler le titre. Là. Jérôme tente de s'échapper et c'est à ce moment que le fantôme du piano apparaît. Merci. Elle est fine, là. Elle dit à l'adolescent qu'elle a essayé de l'avertir des dangers de... Tourne la page. L'école Dorémy. C'est vrai qu'elle a essayé en sa défense, quand même assez souvent, c'est son apparence qui ne l'a pas aidé. Le fantôme évoque alors une horde d'autres esprits qui attaquent M. Berlingot et le mènent vers un destin inconnu. Parce que dans l'épisode, on voit qu'est-ce qui arrive, mais il reste quand même juste un fantôme, tandis qu'ici... Dans le chair de poule, dans le livre, on ne sait pas c'est quoi qui va arriver. Et il l'emmène dans les bois. Ah oui? Il l'emmène dans les bois vers un destin inconnu. Je crois que c'est ça. Hein. Il l'emmène dans les bois derrière l'école, un truc comme ça. Donc bon, tu sais pas ce qui lui arrive, mais voilà. Si ça se passe dehors, on dirait que c'est pire. Je sais pas pourquoi. Bah, le fait de te faire emmener dans les bois, tu sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Puis il y a beaucoup de fantômes aussi qui apparaissent pas de main. Ça, c'est une image qui est assez dérangeante aussi. Est-ce que tous ces fantômes-là, ils... Ouais, c'est ça. On dirait que M. Berlingot flotte jusqu'au bois qui entoure l'école, là.
Imagine, ben là, quoi, il a suivi le corps qui flotte à l'extérieur dans l'institution conventionnée. Moi, j'ai l'image, tu sais, un peu de Evil Dead. Tu vois, avec le corps qui est attrapé par des branches et qui est emmené. Bon, là, c'est des fantômes qui l'emmènent dans les bois, qui le font disparaître dans le bois. Mais j'ai cette image-là, moi. Ça se passe dans Evil Dead aussi, fait que. Hey. Une branche dans la ploune, ça fait mal à la petoune, comme on dit dans le. Plusieurs mois passent et la vie de Jérôme reprend son cours normal parce que tout peut revenir à la normale après ça, hein, évidemment. Mais bien sûr, aucun traumatisme. Aucune séquelle. Sans problème. Exactement. Le piano est hors de la maison et il fait maintenant partie d'une ligue de baseball. On parle pas du piano, on parle de Jérôme ici. Tout le monde dit à Jérôme qu'il a les mains parfaites pour ça. Là, c'est quand même drôle parce que je viens d'y penser, mais tu sais, il joue au baseball, les mains parfaites pour ça, le bat de baseball est souvent un élan, en tout cas. On va aller à la fin, mais je trouve que Chair de poule, il a comme échappé une leçon pour les parents ici. En tout cas, c'est un livre d'horreur pour les parents aussi. Aussi, oui. Et c'est la fin de ce Chair de poule-là. Tout à fait. Bon Dieu, ça se passe vite. Juste un truc que j'avais noté, c'est que il y a le chat de la famille qui est pas mal présent dans l'histoire. Et pour le coup, dans la version française, il s'appelle Bonnecoeur. Dans la version québécoise, il s'appelle Banzai. Ah, ça fait plus de sens. Nous autres, c'est vrai, on n'aurait pas appelé un chat bunker ici, mais... Non, bah, mais encore une fois, c'est plus américanisé dans la version française de France que dans la version québécoise. Ah oui, il s'appelle bunker aussi en France? Bunker en France, Bonzai au Québec. Bonzai au Québec. Oh, petit bébé. Ben, je suis allergique à lui, pareil, malheureusement. Puis c'est vrai, puis en plus, il me semble qu'elle est bitch, hein? Oui, carrément, c'est une saleté dans le livre. Elle saute, elle arrête pas d'attaquer le jeune, mais il y a juste la mère qui l'aime. Là. Ça rend la famille plus réaliste. Ah ouais, c'est ça fait que ça participe au truc, ouais, effectivement, on y croit. Puis là, ben nous autres, à Frisson sur le pod, évidemment, on est plugués, puis on a eu l'accès aux 2 films qui ont été faits, mais pas à la même place. Il y a un film qui a été fait en France et un film qui a été fait au Québec, et on va aller en voir un extrait à l'instant, puis on va comparer les deux après. Est-ce que tu es prêt? Allez. Et c'est parti. Des mains parfaites. Parfaites. Déclara M. Dorémy. Merci, lui dis-je un peu gêné. Je suis assis sur le banc, penché sur le piano, les mains étendues sur le clavier. M. Dorémy se tient à mes côtés et ses yeux ne quittent pas mes mains. Joue encore ce morceau. Me dit-il en levant ses yeux vers les miens. Son sourire s'efface derrière sa moustache et il devient sérieux. Joue correctement, mon garçon. Lentement et soigneusement. Concentre-toi sur tes doigts. Chaque doigt est vivant, bien vivant. Mes doigts sont vivants, répétai-je en les regardant. Quelle pensée bizarre, me dis-je. Je commence à jouer en me concentrant sur les notes de la partition installée au-dessus du clavier. C'est une mélodie toute simple de Bach. Je trouve que ça sonne bien. Les doigts, crie M. Dorémy en se penchant sur le clavier, son visage tout près du mien. Rappelle-toi que tes doigts sont vivants. Qu'est-ce qu'il a, ce type, avec mes doigts? Me demandai-je. Je termine le morceau et lève les yeux sur son visage crispé. C'est bien, Jérôme, dit-il doucement. Allons, un peu plus vite maintenant. J'ai raté la partie du milieu, dis-je à voix basse. C'est parce que tu as cessé de te concentrer. Reprend-il. Recommence. Fait-il en étalant mes doigts sur le clavier, bien plus vite. Pense à tes mains. Je prends une grande inspiration et recommence à jouer. Je me trompe dès le début. Je reprends le morceau. On dirait que c'est mieux. Je ne fais que quelques fausses notes. Je me demande si maman et papa entendent ça. Oh, je me rappelle soudain qu'ils sont partis faire leur marché. Monsieur Dorémy et moi sommes seuls dans la maison. Je termine le morceau et pose mes mains sur mes genoux avec un soupir. Pas mal. Plus vite maintenant. Ordonne Monsieur Dorémy. On pourrait peut-être essayer un nouveau morceau? Suggérais-je. Celui-là commence à devenir ennuyeux. Plus vite. Réplique-t-il sans m'écouter. Tes mains, Jérôme. Rappelle-toi qu'elles sont vivantes. Laisse-les respirer. Respirer? Je regarde mes mains, espérant presque qu'elle me parle. Joue. Ordonne M. Dorémy d'un ton sévère. En soupirant, je recommence le même morceau ennuyeux. Plus vite. Crie le professeur. Plus vite. Je joue plus vite. Mes doigts courent sur les touches et appuient durement. J'essaie de me concentrer sur les notes, mais mes yeux ne peuvent pas suivre le mouvement. Plus vite. Crie M. Dorémy excité. C'est ça, plus vite, Jérôme. Mes doigts se déplacent tellement vite qu'ils me font mal. Plus vite, plus vite. Je ne sais même pas si je joue les bonnes notes.
C'est trop rapide pour que j'entende. Plus vite, Jérôme. Crie encore mon professeur. Plus vite, tes mains sont vivantes. Je n'en peux plus! M'écriai-je. S'il vous plaît! Plus vite, plus vite. Je ne suis pas capable! C'est trop rapide. Trop rapide pour que je le joue et trop rapide pour que je l'entende. J'essaie de m'arrêter, mais mes mains continuent toutes seules. Arrêtez! Arrêtez! Leur dis-je horrifié. Plus vite. Crie de son côté le professeur, le visage tout rouge et les yeux agrandis par l'excitation. Tes mains sont vivantes. Non, s'il vous plaît! Arrêtez! Dis-je à mes mains. Mais elles sont vraiment vivantes et elles ne veulent pas s'arrêter. Mes doigts volent sur les touches. Une vague de notes emplit le séjour. Plus vite, Ordonne le professeur. En dépit de mes cris effrayés pour les arrêter, mes mains lui obéissent joyeusement, jouant de plus en plus vite. Arrêtez! Arrêtez! Vas-tu voir celle de la version en France maintenant? Allez. Et c'est parti. Tes mains parfaites. Vraiment parfaites. Déclara M. Cord. Merci, répondis-je un peu gêné. J'étais assis sur le banc, penché sur le piano, les mains posées sur le clavier. M. Cord se tenait à côté, ses yeux ne quittant pas mes doigts. Rejoue ce morceau. M'ordonna-t-il. Son sourire s'effaça derrière sa moustache blanche et son visage devint plus sérieux. Joue-le correctement, lentement et en t'appliquant. Concentre-toi sur tes doigts. Chaque doigt est vivant. Rappelle-toi, vivant. Mes doigts sont vivants, répétai-je en les regardant avec attention. Quelle drôle d'idée, pensai-je. Je commençai à jouer en me concentrant sur la partition. C'était une mélodie toute simple de Bach que je trouvais très jolie. Les doigts, Cria M. Cord en penchant son visage tout près du mien. Rappelle-toi que tes doigts sont vivants. Mais qu'est-ce qu'il a ce type à me parler de mes doigts? Me demandai-je. Je finis le morceau et tournai les yeux. Son visage était crispé. C'est bien, Jérôme. Dit-il doucement. Maintenant, essaie un peu plus vite. J'ai raté la partie du milieu, avouai-je à voix basse. C'est parce que tu as perdu ta concentration. Expliqua-t-il. Il disposa mes doigts sur les touches. Allez, Ordonna-t-il. recommence et pense à tes doigts. Je pris une profonde inspiration et me lançai. Cette fois-ci, je ne fis qu'une faute. Je me demandais si mes parents pouvaient m'entendre. Puis je me rappelais qu'ils étaient partis faire des courses. Monsieur Cord et moi étions seuls à la maison. Il hocha la tête, l'air satisfait. Pas mal du tout. Encore plus vite. On pourrait peut-être essayer un autre morceau? Osais-je proposer. Celui-là commence à devenir un peu ennuyeux. Encore plus vite. Répliqua-t-il en m'ignorant. Et tes mains, Jérôme. N'oublie pas qu'elles sont vivantes. Laisse-les respirer. Respirer? Je regardais mes mains, m'attendant presque à ce qu'elles me parlent. Dépêche-toi. M'ordonna Monsieur Cord d'un ton sévère. En soupirant, je me remis à jouer. Plus vite. Cria le professeur. Plus vite, vite. J'accélérais. Mes doigts couraient sur le clavier. Je tentais de me concentrer sur les notes, mais j'avais du mal à suivre le rythme. C'est ça. Cria Monsieur Cord, tout excité. Encore plus vite. Mes mains se déplaçaient tellement vite qu'elles me faisaient mal. Plus vite. Elles vivent. Répéta mon professeur. Je n'en peux plus, m'écriai-je. S'il vous plaît. J'ai dit plus vite. Je ne peux pas. C'était trop rapide. Je n'entendais même plus ce que je jouais. Je voulus m'arrêter, mais mes mains refusèrent d'obéir. Elles continuaient à jouer toutes seules. Arrêtez, arrêtez, criai-je horrifié. Plus vite. S'exclamait Monsieur Cord, surexcité. Elles vivent. Non, s'il vous plaît, arrêtez, suppliai-je. Mais elles étaient devenues réellement vivantes et continuèrent de plus belle. Mes doigts volaient sur les touches, un raz-de-marée de notes emplit le salon. Plus vite. Scandait le professeur. Et malgré mes protestations effrayées, mes mains lui obéissaient joyeusement. Elle jouait encore et encore, très vite, de plus en plus vite. Il est pas bien, le professeur, par chez vous? Ah, ils sont un peu violents là pour le coup. C'est un peu extrême. En tout cas, pour ceux, mes parents m'auraient pas laissé qu'un professeur de même. Ah non, Ça, moi non là... plus. Mais j'aurais pas pu. Vu le caractère que j'ai, c'est pas possible. Oh my God!
OK, hey, c'était le fun, ça, mon Dieu. Bah ouais. On va aller tout de suite à la conclusion de cet épisode avant de rediriger nos pâtisses vers la piste de commentaires qu'on va faire sur l'épisode de Chair de poule tout de suite après. La note Goodread de ce Chair de poule-là était de 5, non, pas vrai, menteur, 3,57 sur 5, qui est quand même une très bonne note, basée sur 8637 ratings. Mais quand même, hein? Oui, c'est ça, c'est quasiment 10 000 qui ont pris le temps d'aller coter sur le site. Donc, ça représente même pas genre la masse qui a lu le livre. Non, pas du tout. Moi, comme note, je lui ai donné 4,3 sur 5. Oh, OK. Parce que je trouve que c'est un chair de poule qui est, ma foi, très épeurant. Vraiment réussi. Ah oui, mais c'est ce que je te disais au début. Pour moi, c'est un qui est dans la bonne moyenne. Comme la Maison des Morts, vous autres, là, nous autres, c'est la Maison de Saint-Lugubre. Moi, ce chair de poule-là, aïe, aïe, man, c'est tellement épeurant. Celui-là, il la cote. Je veux dire, de rester tout seul avec un prof. Là. Toi, combien tu lui donnerais sur 5? Moi, j'étais à 3,75. Ah, ben quand même, c'est bon. Ouais. Parfait. Et si toi, tu avais été l'auteur de ce livre-là, quel titre lui aurais-tu donné? Toujours la question qui tue, ça. Je peux te donner les miens avant, si tu veux. Ça peut peut-être vas-y, ça peut peut-être me donner des idées. J'en ai 1, 2, 3, 4. Alors, on verra lequel sera plus populaire. Donc, Mélodie dans le noir. Ça fait plus Romard Lequin, tant qu'à moi, ça. Doudou, mes bras n'ont plus de bout. Oh. C'est bon. Nous avons Dingo Berlingo, le musicien maléfique. Ah, c'est le fun, ça. Pas mal. Et le dernier, Recherche main parfaite pour doigté particulier. Alors, celui-là, il est bien, mais pour les enfants, peut-être pas. Parce que là, pour le coup, il y a quand même une double lecture qui est pas top. J'avoue. Le doigté particulier, je pense que soit ça ou les mains parfaites, là, je sais pas. Piano hanté, cherche main parfaite. Ah, c'est bon, ça. Je l'ajoute à l'instant dans mon recueil. Ben, merci beaucoup, Marc, d'être venu avec moi faire le voyage dans ce chair de poule-là. Merci d'avoir fait les comparaisons, d'avoir fait les scènes. Merci pour ton podcast de Buffy. Ah oui, c'est vrai. Je sais que ça fait longtemps là, qu'on a fait ça en ce moment parce que, petit clin d'œil, mes chers amis, on enregistre ça le 25 mai. Mais c'est diffusé dans la 3e saison. Je sais que c'est quand même assez loin. Mais ça va faire un rappel sur l'épisode qu'on a fait ensemble, justement. Ça a été... nous, notre partie, tu l'as sorti en 2 parties. Ouais. Ensuite, il y a une autre partie avec une autre podcastrice. Podcastrice. Oh, excuse-moi. En fait, ouais, j'ai enregistré la grosse émission avec Arnold de la chaîne YouTube La Grande Entrée et avec toi, Bruno. Oui. Du coup, donc là, on a enregistré vraiment, on a essayé de retracer Buffy de A à Z et on a fait plus de 3 heures d'émission. C'est pour ça que je l'ai sorti en 2 parties. Une expérience parce que c'était vraiment une belle après-midi. Moi, tout de suite, quand on a fini, j'étais allé me coucher. Là, j'étais brûlé après avoir enregistré ça. Tu m'étonnes. Mais, tu sais, on avait tellement vécu d'émotions parce qu'on a vraiment repassé les 7 saisons. Puis on a vraiment parlé des points forts. Fait qu'on a vraiment revécu, mais comme toute Buffy, mais compressé. Et puis on a vu un peu la lecture de chacun. On a compris des nouvelles choses. On a découvert des choses. Donc on en est ressorti effectivement, enfin je pense en tout cas moi personnellement j'en suis ressorti en ayant appris des choses et donc voilà, ça m'a enrichi. Voilà. Oui, vraiment, bien d'accord. Donc, si vous avez une chance, visitez ça, la chaîne Horror News Podcast, disponible sur YouTube, sur toutes les autres plateformes aussi. Toutes les plateformes de podcast, ouais, effectivement. Donc, ça fera au total 4 épisodes. On a donc le nôtre en 2 parties. Ensuite, j'en ai fait un autre avec une youtubeuse et podcasteuse, effectivement, donc Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Et puis après, j'ai terminé avec l'épisode qui sort le 29 là, avec Sartman, donc qui lui a créé du coup le podcast Pourquoi Buffy c'est génial, il y a 10 ans. Voilà. Hey, imagine 10 ans de podcast sur Buffy. Est-ce qu'il est encore en run? Ouais, il est toujours en run. Il fête ses 10 ans là le 5 juillet. Et pour le coup, lui, il a déjà rencontré pas mal d'acteurs de la série. Oh là là! Rencontré, interviewé et tout ça, ouais. C'est certainement pas les acteurs qui jouaient dans nos chairs de poule à nous. Non, je ne pense pas.
Et bien, sur ce, mes chers amis et mes chers frissonneux, je vous souhaite jusqu'au prochain épisode de faire des beaux cauchemars! Si on veut pas le fantôme, il y a le chapitre 8. 8 avec un R dans le 8. Où est-ce que le professeur Dorémy, il capote en criant de jouer plus vite, plus vite. C'est le chapitre Red Flag. Ouais. Fait que ça pourrait être... on pourrait faire le chapitre 8, qu'en dis-tu? Allez, c'est parti. Qui veux-tu jouer? Jérôme ou le professeur... Je te suggère... Ah non, je te dis... OK. Québec, je te dirais, joue le professeur Dorémy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux bien faire le professeur. Puis je vais faire le narrateur et puis après ça, en France, on switchera. On commence avec la version québécoise, du coup. Oui. C'est-tu le même chapitre? Ça doit. 45 en France, donc on doit être dans ces eaux-là à peu près. Même page. Eh ben voilà, parfait. On a quelques pages de décalage à la fin. Là, on est à 116. Ça va être le fun. J'ai hâte de faire cette scène-là. Ça va être un peu cool. OK, bon, c'est toi qui commence. Allez.